Chapitre 9. Qui aurait pu le prévoir? Un événement terrible vient de se produire. Qui aurait pu le prévoir? J'ai l'impression que nos ennuis ne font que commencer. Il se pourrait bien que nous finissions nos jours dans cet endroit étrange, loin de tout. Je suis si bouleversé qu'il m'est difficile de réfléchir calmement aux événements présents ou à notre avenir. Dans l'état de choc où je me trouve, les uns me paraissent effrayants et l'autre aussi sombre que la nuit. Il est difficile d'imaginer une situation plus catastrophique. Et révéler notre position géographique exacte ou demander à nos amis une équipe de secours ne servirait à rien. Même s'ils pouvaient l'envoyer, notre sort serait scellé bien avant qu'elle n'arrive en Amérique du Sud. En vérité, nous ne sommes pas plus en position d'être aidés que si nous étions sur la Lune. Si nous devons nous en sortir, ce sera par nos seuls moyens. J'ai la chance d'avoir comme compagnons 3 hommes remarquables, des hommes d'un grand savoir et d'un courage à toute épreuve. Ils sont notre seule chance. Lorsque je regarde leurs visages impassibles, j'entrevois une lueur d'espoir. Extérieurement, j'espère avoir l'air aussi détaché qu'ils le sont, mais au fond de moi, je suis rempli d'inquiétude. Laissez-moi vous expliquer, avec tous les détails possibles, comment ce désastre est arrivé. À la fin de ma dernière lettre, j'avais dit que nous étions à une dizaine de kilomètres d'une rangée de falaises rouges qui formait le pourtour du plateau dont le professeur avait parlé. Tandis que nous approchions, elles m'apparurent plus hautes que dans son récit. À certains endroits, elles devaient bien mesurer 350 mètres, et elles étaient striées d'une façon qui, paraît-il, est le propre des soulèvements basaltiques. On voit quelque chose de similaire aux falaises de Salisbury à Édimbourg. Le sommet laissait deviner une végétation luxuriante. Des buissons débordaient sur la pique, et juste derrière, il y avait de nombreux arbres. Aucun signe de vie animale. Ce soir-là, nous installâmes notre campement juste sous la paroi, sur un terrain stérile et désolé. La falaise n'était pas verticale, mais en surplomb dans sa partie supérieure, ce qui en interdisait l'escalade. Tout près de nous se trouvait le grand piton rocheux que je crois avoir déjà mentionné dans mon récit. On aurait dit un large clocher d'église, de couleur brique, dont le sommet atteignait la hauteur du plateau, mais un gouffre les séparait. Au sommet du piton rocheux se dressait un arbre d'une taille impressionnante. En comparaison, la hauteur du piton rocheux et de la falaise était basse, je dirais 150 à 200 mètres. « C'est là-dessus, » dit le professeur Challenger en pointant vers l'arbre, « que le ptérodactyle était perché. J'ai escaladé le rocher à mi-hauteur avant de tirer l'animal. Évidemment, un alpiniste aussi bon que moi pourrait effectuer l'ascension jusqu'en haut, mais une fois arrivé, ça ne le rapprocherait pas du plateau pour autant. » Alors que Challenger mentionnait son ptérodactyle, j'observais le professeur Summerlee, et pour la première fois, je discernais des signes de confiance et de repentir. Ses lèvres minces exprimaient non plus le sarcasme, mais la lassitude, tandis que ses yeux reflétaient un mélange d'excitation et d'étonnement. Challenger s'en rendait compte, et il savourait cet avant-goût de victoire. « Bien entendu, » dit-il avec cette ironie exagérée totalement dépourvue de finesse, « le professeur Summerlee comprendra que lorsque je parle d'un ptérodactyle, il s'agit d'une cigogne. Sauf que c'est une variété de cigogne sans plumes, avec un épiderme qui ressemble à du cuir, des ailes membraneuses et des mâchoires pourvues de crocs. » Il fit tant de grimaces, de clins d'œil et de courbettes que son collègue lui tourna le dos et s'éloigna. Au matin, après un déjeuner frugal constitué de café et de manioc, nous devions économiser nos provisions, un conseil de guerre fut tenu pour trouver un moyen d'accéder au plateau. Challenger présidait avec l'air solennel d'un grand magistrat de la couronne. Imaginez-le trônant sur un rocher, son chapeau de paille ridicule relevé sur l'arrière de son crâne, son regard hautain sous ses paupières tombantes, tandis qu'il hochait lentement sa longue barbe noire en décrivant notre situation présente et nos actions futures. En dessous de lui, il y avait 3 d'entre nous. Moi-même, bronzé, jeune et vigoureux après cette excursion en plein air, Summerlee, solennel mais toujours critique derrière son éternelle bouffarde, Lord John, l'essence en éveil, sa mince silhouette athlétique penchée sur son fusil, ses yeux ardents braqués sur l'orateur. Derrière nous se tenaient les 2 métis et le groupe des Indiens, et juste devant, qui nous dominait de sa masse écrasante, la paroi de roches rougeâtres qui nous barrait la route. « Je n'ai pas besoin de vous dire, » fit notre chef, « que lors de ma dernière venue, j'ai essayé tous les moyens possibles pour escalader la falaise, et là où j'ai échoué, je ne m'attends pas à ce que d'autres réussissent, car je suis un très bon alpiniste. Je n'avais pas de matériel d'escalade à ce moment-là, mais cette fois-ci j'ai pris soin de l'emporter.
Avec ça, je suis sûr de pouvoir grimper sur ce piton isolé, mais quant au surplomb de la falaise, ce n'est pas la peine d'essayer. Lors de mon dernier passage, j'ai dû me hâter, la saison des pluies était proche et j'avais épuisé mes vivres. Ces considérations ne m'ont pas laissé le temps, et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai inspecté la falaise sur une dizaine de kilomètres vers l'est, sans trouver le moindre chemin possible vers le sommet. Dans ces conditions, qu'allons-nous faire? Je ne vois qu'une solution sensée, dit le professeur Summerlee. Si vous avez exploré vers l'est, nous devrions longer la base de l'escarpement en direction de l'ouest et chercher un endroit praticable pour notre ascension. C'est cela, dit Lord John. Il y a de fortes chances que ce plateau soit d'une taille raisonnable et nous en ferons le tour pour trouver un passage plus facile jusqu'au sommet ou revenir à notre point de départ. J'ai déjà expliqué à notre jeune ami ici présent, dit Challenger. Il parlait de moi comme si j'étais un gamin de 10 ans. Il ne peut y avoir un passage aisé jusqu'en haut, quel que soit l'endroit, pour la simple raison que dans ce cas, le sommet ne serait pas isolé, et les conditions qui ont tant interféré avec les lois de la survie ne seraient pas présentes. J'admets pourtant qu'un grimpeur chevronné pourrait atteindre le sommet à l'endroit même où un animal lourd et massif serait incapable de descendre. Il doit certainement y avoir un endroit où l'ascension est possible. « Comment le savez-vous, monsieur ?» demanda Summerlee d'un ton sec. Parce que mon prédécesseur, l'Américain Mapplewhite, a effectivement réalisé cette ascension. Sinon, comment aurait-il pu voir le monstre qu'il a dessiné dans son carnet? Alors vous émettez des hypothèses sans preuve, fit Summerlee d'un air buté. J'admets l'existence de votre plateau, parce que je le vois. Mais il en faut plus pour me convaincre qu'il contient la moindre forme de vie. Ce que vous admettez ou refusez d'admettre est vraiment le cadet de mes soucis. Je suis heureux que vous ayez pris conscience qu'il y a un plateau. Il jeta un action du plateau, puis, à notre totale stupéfaction, il s'élança de son rocher, attrapa Summerlee par le cou et le força à regarder en haut. « Maintenant, monsieur, s'écria-t-il d'une voix rauque d'excitation, voulez-vous de l'aide pour voir que ce plateau contient de la vie animale ?» J'ai déjà dit qu'une épaisse bande de végétation dépassait du haut de la falaise. Un objet noir et luisant venait d'en émerger. Tandis qu'il sortait lentement et pendait au-dessus du gouffre, nous vîmes qu'il s'agissait d'un énorme serpent, avec une large tête plate en forme de pelle. Il ondula et se balança au-dessus de nous, et le soleil du matin faisait miroiter ses anneaux sinueux. Puis il se retira lentement et disparut. Summerlee avait été si curieux qu'il avait supporté sans broncher la torsion que Challenger imposait à sa tête. Finalement, il repoussa son collègue et reprit un air digne. « Professeur Challenger, vous me feriez plaisir, dit-il, si vous pouviez faire vos remarques sans m'empoigner le menton. Même l'apparition d'un python des roches très ordinaire ne justifie pas une telle insolence. »« N'empêche qu'il y a de la vie sur ce plateau, » répliqua son collègue d'une voix triomphale. « Et maintenant, étant clairement parvenu à cette conclusion majeure, en dépit des préjugés et de l'entêtement, je suis d'avis que nous levions le camp et nous mettions en route vers l'ouest pour trouver un moyen d'effectuer l'ascension. » Le bas de la falaise était rocheux et chaotique, si bien que c'était une route lente et difficile. Mais soudain, nous tombâmes sur quelque chose qui nous redonna courage. C'était l'emplacement d'un ancien campement. Il y avait plusieurs boîtes de viande en conserve Chicago, une bouteille de brandy, un ouvre-boîte cassé, et divers autres débris abandonnés par les campeurs. Un journal froissé, désagrégé, se révéla être le Chicago démocrate, mais la date n'était plus lisible. « Ce n'est pas le mien, » dit Challenger. « C'est sûrement un Mapplewhite. » Lord John fixait avec curiosité une grande fougère arborescente à l'ombre de laquelle nous avions établi le campement. « Eh, regardez ça !» dit-il. « On nous a laissé un poteau indicateur. » Une planchette de bois avait été clouée sur l'arbre de façon à pointer vers l'ouest. « C'est vraiment un poteau indicateur, » dit Challenger. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Sachant que son excursion comportait des risques, notre pionnier a laissé ce signe, de façon à ce que n'importe quel groupe suivant ses traces puisse savoir le chemin qu'il avait pris. Peut-être allons-nous trouver d'autres indications en continuant. » Nous en avons trouvé, mais d'un genre inattendu et terrible. Juste sous la falaise poussait une étendue de hauts bambous, similaire à celle que nous avions déjà traversée au cours du voyage. Beaucoup de ces tiges atteignaient les 7 mètres de haut, et leur extrémité, pointue et raide, en faisait de redoutables lances.
Nous longions le bord de ce massif lorsque, à l'intérieur, quelque chose de blanc et brillant retint mon attention. Je m'avançai entre les tiges pour regarder, et tombai nez à nez avec un crâne humain décharné. Il y avait aussi tout un squelette à 1 mètre ou 2 de là, mais le crâne était séparé du reste, et plus proche de la lisière des bambous. En quelques coups de machette, nos Indiens dégagèrent l'endroit, et nous pûmes observer les détails de cette ancienne tragédie. Seuls quelques lambeaux de vêtements étaient encore reconnaissables, mais les bottes étaient restées sur les pieds, et il était clair que le mort était un Européen. Une montre en or Hudson, fabriquée à New York, et un stylo rattaché à une chaîne traînaient parmi les os. Il y avait aussi un étui à cigarette sur le couvercle duquel était inscrit JC de AES. L'état du métal laissait supposer que le drame s'était produit à une époque récente. « Qui cela peut-il bien être » demanda Lord John. « Pauvre diable, on dirait que tous les os de son corps sont brisés. »« Et le bambou a poussé entre ses côtes cassées, » fit Summerlee. « C'est une plante qui pousse rapidement, mais je ne vois pas comment le bambou a pu pousser de 7 mètres depuis que le corps est ici. » Pour ce qui est de l'identité de l'homme, dit le professeur Challenger, je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Lorsque j'ai remonté le fleuve, avant de vous rejoindre à la fazenda, j'ai entrepris une enquête particulière sur Mapplewhite. À Para, il ne savait rien. Par chance, j'avais un très bon indice, une image précise du carnet qui le montrait en train de déjeuner avec un homme d'église à Rosario. J'ai pu rencontrer ce prêtre, un type de mauvaise foi d'ailleurs. De façon assez absurde, il a mal pris ma démonstration sur l'incompatibilité de la science moderne avec ses croyances. Il m'a quand même fourni des renseignements utiles. Mapplewhite est passé à Rosario il y a 4 ans, c'est-à-dire 2 ans avant que je sois en présence de son cadavre. Il n'était pas seul à l'époque. Il était accompagné d'un ami, un Américain du nom de James Culver, qui est resté dans le bateau et n'a pas rencontré le prêtre. Par conséquent, je pense que ce que nous voyons maintenant, ce sont les restes de James Culver. Lord John ajouta. Je pense que la façon dont il est mort est assez claire. Il est tombé, ou bien il a été poussé depuis le haut et il s'est empalé. Sinon, comment aurait-il pu parvenir jusqu'ici avec tous ses os brisés, et comment aurait-il pu être transpercé par des bambous dont les pointes sont bien au-dessus de nos têtes? Un silence se fit, tandis que nous nous tenions autour de cette dépouille disloquée, et nous prîmes conscience de la vérité énoncée par Lord John Roxton. Le sommet de la falaise surplombait le massif de bambous. Sans le moindre doute, il était tombé. Mais était-ce vraiment une chute accidentelle? Ou bien... Ce territoire inconnu laissait déjà envisager de sinistres et terribles éventualités. Nous avançâmes sans rien dire, et nous continuâmes de longer la paroi, qui était aussi lisse et dépourvue d'aspérité que ces monstrueuses falaises de glace de l'Antarctique, dont on dit qu'elles remplissent la ligne d'horizon, et qu'elles s'élèvent bien au-dessus des mâts des navires d'exploration. Sur 8 kilomètres, nous n'avons pas rencontré la moindre crevasse ni la moindre brèche, et puis soudain, nous vîmes quelque chose qui nous redonna espoir. Dans un creux de la roche, à l'abri de la pluie, on avait dessiné à la craie une flèche grossière, toujours en direction de l'ouest. « Encore Mapplewhite !» fit le professeur Challenger. Il devait avoir le pressentiment que des pisteurs doués le suivraient à la trace. Il avait donc de la craie sur lui? Il y avait une boîte de fusains de couleur parmi les affaires que j'ai trouvées dans son sac à dos. Je me souviens que le blanc était particulièrement usé. Voilà une preuve indubitable, dit Summerlee. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se fier à lui et continuer vers l'ouest. Nous avions fait 8 kilomètres de plus lorsque nous vîmes une autre flèche sur la roche. À cet endroit, pour la première fois, la falaise était fendue par une crevasse étroite. À l'intérieur de cette anfractuosité, il y avait une deuxième marque pour indiquer le chemin. Son extrémité dirigée vers le haut indiquait un point au-dessus du sol. L'endroit était impressionnant, car les parois étaient gigantesques, l'échancrure de ciel bleu étroite, et le couloir obscurci par les haies de verdure de part et d'autre, si bien que seule une faible et pâle lueur nimbait le passage. Cela faisait des heures que nous n'avions pris aucune nourriture, et la progression irrégulière sur le sol caillouteux nous avait épuisés, mais la tension nerveuse nous incitait à continuer. Néanmoins, nous donnâmes des ordres aux Indiens et les laissâmes monter le campement, tandis que 4 d'entre nous, avec les 2 métis, commençâmes l'ascension de l'étroite crevasse. À son entrée, la gorge ne dépassait pas 10 mètres de large, mais elle rétrécissait rapidement et se refermait selon un angle aigu, et ses bords étaient trop abrupts et trop lisses pour continuer l'ascension. Ce n'était certainement pas ce que notre guide avait tenté de désigner. Nous rebroussâmes chemin.
La crevasse était longue tout au plus de 400 mètres. Et tout à coup, le regard perçant de Lord John repéra ce que nous cherchions. Loin au-dessus de nous, noyé dans la pénombre, il y avait un cercle plus sombre. Ce ne pouvait être que l'entrée d'une caverne. Cette partie basse de la falaise était encombrée par des éboulements de pierre et relativement facile à escalader. Une fois en haut, le doute n'était plus permis. Non seulement il y avait une ouverture dans la roche, mais juste au bord de l'entrée se trouvait la marque d'une autre flèche. C'était par là que Mapplewhite et son infortuné collègue avaient réalisé leur ascension. Nous étions trop enthousiastes pour retourner au campement, et c'était plus fort que nous. Nous devions effectuer une première exploration. Lord John avait une torche électrique dans son sac à dos, et cela suffirait comme lumière. Il avança, en promenant devant lui un faible halo de lumière jaune, tandis que nous le suivions en file indienne. De toute évidence, la caverne avait subi une érosion due aux eaux de pluie. Ses parois étaient lisses et son sol couvert de pierres rondes. Elle était assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout en se penchant légèrement. Pendant 50 mètres, elle s'enfonçait en ligne droite dans la roche, puis elle s'élevait selon un angle de 45 degrés. Peu de temps après, la montée devint encore plus raide, et nous nous retrouvâmes en train d'avancer à 4 pattes au milieu des cailloux qui se détachaient et dévalaient la pente. Soudain, Lord Roxton poussa une exclamation. « C'est bouché !» dit-il. Agglutinés derrière lui, nous aperçûmes, pris dans le faisceau de la torche, un éboulis de basalte qui montait jusqu'au plafond. La voûte s'est effondrée. Nous dégageâmes certains blocs sans succès. Le seul résultat fut que de plus grosses pierres se détachèrent et nous risquions d'être écrasés par un éboulement. Il était évident que l'obstacle dépassait nos forces et tout ce que nous pourrions tenter pour en venir à bout. La route que Mapplewhite avait prise n'était plus accessible. Trop démoralisés pour dire quoi que ce soit, nous redescendîmes du sombre tunnel en titubant et reprîmes le chemin du campement. Cependant, un incident se produisit avant que nous sortions de la crevasse et qui n'était pas sans importance quand on pense à ce qui arriva par la suite. Un petit groupe d'entre nous s'était réuni au fond du ravin, à une quinzaine de mètres de l'entrée de la caverne, lorsqu'un énorme rocher se détacha soudainement et nous frôla dans un fracas effroyable. Nous l'avions échappé belle. Nous n'avons pas pu voir la provenance du rocher, mais nos serviteurs métis, qui se tenaient encore devant l'entrée de la caverne, affirmèrent qu'il était passé juste à côté d'eux et que par conséquent, il était certainement tombé depuis le sommet. Regardant vers le haut, nous ne pûmes voir aucun signe de mouvement dans la jungle qui recouvrait le sommet de la falaise. Il était pourtant clair que la pierre nous était destinée, ce qui semblait indiquer que l'incident était dû à une présence humaine sur le plateau. Humaine et malveillante. Nous redescendîmes précipitamment le long de la crevasse, l'esprit préoccupé par ces nouveaux événements et leur impact sur notre projet. La situation était déjà bien assez difficile comme cela, mais si aux obstacles naturels s'ajoutait une opposition délibérée de l'homme, alors notre cas était désespéré. Et pourtant, lorsque nous regardions le manteau de végétation à quelques centaines de mètres au-dessus de nos têtes, aucun d'entre nous ne pouvait accepter l'idée de retourner à Londres sans l'avoir exploré en profondeur. Après avoir discuté des événements, nous convînmes que la meilleure chose était de continuer à faire le tour du plateau, dans l'espoir de trouver d'autres moyens d'atteindre le sommet. La ligne des falaises, dont l'altitude avait considérablement baissé, était maintenant orientée de l'ouest vers le nord, et si l'on se basait sur cet arc de cercle, la circonférence ne devait pas être très grande. Dans le pire des cas, d'ici quelques jours, nous retrouverions notre point de départ. Ce jour-là, nous avons marché pendant près de 35 kilomètres sans rien voir de nouveau. Je dois mentionner que d'après notre baromètre anéroïde, sachant que depuis l'abandon des canoës nous avons gravi un relief en pente, nous nous trouvons actuellement à près de 1000 mètres au-dessus de la mer. Aussi, la température et la végétation avaient considérablement changé. Nous nous étions débarrassés de ces horribles insectes qui sont la plaie des voyages sous les tropiques. Il subsistait encore quelques palmiers et de nombreuses fougères arborescentes, mais nous avions laissé derrière nous la forêt amazonienne. Il était agréable de voir ici, parmi ces roches inhospitalières, les liserons, les fleurs de la passion et les bégonias qui m'évoquaient l'Angleterre. Il y avait même des bégonias rouges qui me rappelaient les pots de fleurs aux fenêtres d'une maison de Streatham. Mais je m'égare dans mes propres souvenirs. Ce soir, je parle toujours du premier jour de notre excursion autour du plateau. Nous allions vivre une grande expérience qui mettrait fin à nos doutes sur les merveilles qui étaient à notre portée. Tandis que vous lisez ceci, mon cher Mr. McArdle, vous vous rendez sûrement compte que le journal ne m'a finalement pas envoyé poursuivre une quête insensée,
et que nous tenons là un article extraordinaire pour nos lecteurs, lorsque le professeur nous autorisera à le rendre public. Personnellement, je n'oserais pas publier ce compte-rendu tant que je n'aurais pas rapporté des preuves en Angleterre, sous peine d'être la risée de tous, le Munchausen de la presse. Je pense que vous êtes de mon avis, et que vous n'allez pas risquer la réputation de la Gazette sur cette aventure, tant que vous ne serez pas prêt à affronter le cœur de critique et de scepticisme que ces articles soulèveront sûrement. Ainsi, cet événement étonnant, dont le titre ferait sensation dans ce bon vieux journal, devra patienter dans votre tiroir. Et pourtant, tout se passa en un éclair, sans laisser d'autres traces que notre conviction intime. Voilà ce qui s'est passé. Lord John avait tiré un agouti au fusil, un petit animal qui ressemble au cochon, et après en avoir donné la moitié aux Indiens, nous cuisions l'autre moitié au-dessus de notre feu. L'air se rafraîchit dès que le soir tombe, et nous nous étions rapprochés des flammes. C'était une nuit sans lune, mais il y avait des étoiles, ce qui permettent de voir la plaine sur une courte distance. Et alors, tout à coup, jaillissant de l'ombre de la nuit, quelque chose fondit sur nous avec le chuintement d'air d'un aéroplane. En un instant, tout notre groupe se trouva sous des ailes immenses et membraneuses, et j'eus à peine le temps d'apercevoir un long cou reptilien, un œil rouge féroce et un grand bec rempli de petites dents luisantes qui claquèrent. La seconde suivante, la chose avait disparu en emportant notre dîner. Une ombre gigantesque plus noire que la nuit glissa sur les courants d'air, et durant quelques secondes, les ailes du monstre effacèrent les étoiles, puis il disparut derrière le rebord de la falaise. Nous nous assîmes autour du feu, muets d'étonnement, comme les héros de Virgile après l'attaque des harpies. Summerlee fut le premier à rompre le silence. « Professeur Challenger, dit-il d'une voix solennelle tremblante d'émotion, je vous dois des excuses. Monsieur, j'ai eu tort sur toute la ligne, et je vous demande pardon pour ce qui s'est passé. » C'était joliment dit. Et pour la première fois, les deux hommes se serrèrent la main. Voilà ce que nous avons gagné après avoir aperçu notre premier ptérodactyle. Réconcilier ces hommes compensait largement le vol de notre dîner. Mais si la vie préhistorique existait sur le plateau, elle n'était pas très abondante, car nous n'en vîmes plus un seul signe pendant les 3 jours suivants. Au cours de cette période, au nord et à l'est des falaises, nous avons traversé une terre inhospitalière et stérile, où la rocaille désertique alternait avec des marais sinistres qui grouillaient de poules d'eau. Dans ce sens-là, l'endroit était vraiment inaccessible, et s'il n'y avait pas eu cette bande de terre ferme en bas de la pique, nous aurions dû faire demi-tour. À maintes reprises, nous nous enfonçâmes jusqu'à la taille dans la vase gluante d'un marais semi-tropical, et pour couronner le tout, il apparut que c'était le lieu de prédilection du jararaca, le serpent le plus venimeux et le plus agressif de l'Amérique du Sud. Ces affreuses bêtes surgissaient près de nous, glissant à la surface des eaux fangeuses du marécage, et nous n'étions rassurés qu'en gardant nos fusils à la main, prêts à tirer. Une zone du marais en forme d'entonnoir, d'un vert glauque, restera gravée dans ma mémoire. Cette dépression du terrain, où ces vermines avaient installé leur nid, fut un véritable cauchemar. Les bords de la cuvette grouillaient de serpents qui avançaient en se tortillant dans notre direction, car le jararaca s'attaque à l'homme dès qu'il le voit. Ils étaient trop nombreux pour qu'on puisse les abattre. Aussi nous avons pris la fuite et couru jusqu'à l'épuisement. Je n'oublierai jamais ce moment où nous avons regardé derrière nous et vu les horribles têtes de nos poursuivants se dresser puis disparaître parmi les roseaux. Sur la carte que nous traçons au fur et à mesure, nous l'avons appelé marais jararaca. Les falaises avaient perdu leur teinte rougeâtre pour devenir brun chocolat, et la végétation qui les couronnait était moins dense. Elles étaient aussi plus basses de 150 mètres, sans le moindre passage pour effectuer l'ascension. Et même, elles étaient encore plus infranchissables qu'à l'endroit où nous les avions vues pour la première fois. Sur la photographie que j'ai prise dans le désert de pierre, on remarque à quel point la paroi est abrupte. « C'est évident, dis-je, alors que nous discutions de la situation. La pluie doit s'écouler par un chemin quelconque. Il y a forcément des ravines dans la roche. » « Notre jeune ami a un éclair de lucidité, » dit le professeur Challenger en me donnant une tape sur l'épaule. « La pluie doit bien aller quelque part, répétai-je. « C'est qu'il s'obstine. Le seul inconvénient, c'est que nous avons pu constater de visu qu'il n'y avait aucun canal d'évacuation le long de la roche. » Je persistai. « Si c'est le cas, par où l'eau peut-elle bien passer ? » Je pense qu'on peut affirmer en toute sécurité que si elle ne s'évacue pas à l'extérieur, c'est qu'elle doit s'écouler de l'intérieur. Donc il y a un lac au centre. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Il y a de fortes chances que le lac soit un ancien cratère, dit Summerlee.
La formation est bien sûr entièrement volcanique. Mais quoi qu'il en soit, je ne serais pas étonné que la surface du plateau soit relevée sur les bords, avec une large étendue d'eau au centre qui, par le biais d'un canal souterrain, pourrait se déverser dans les marais Jarakaka. À moins que l'évaporation n'ait maintenu l'équilibre, fit remarquer Challenger. Et nos deux érudits entamèrent une de leurs querelles scientifiques coutumières, aussi compréhensibles pour le profane que s'ils avaient parlé chinois. Le 6e jour, nous avions complété notre circuit autour des falaises, et nous étions revenus à notre premier lieu de campement près du piton rocheux isolé. Nous étions inconsolables, car notre observation avait été on ne peut plus minutieuse, et nous étions pratiquement sûrs qu'il n'y avait pas un seul endroit où même un homme sportif aurait pu espérer tenter l'escalade de la paroi. Le passage où Mapplewhite avait laissé des marques de craie était désormais impraticable. Que faire? Nos réserves de vivres étaient satisfaisantes, et les fusils permettaient de les remplir. Mais il faudrait bien se réapprovisionner un jour. D'ici quelques mois, ce serait la saison des pluies, et notre campement serait balayé par les flots. La roche était plus dure que le marbre, et toute tentative pour creuser un chemin sur une telle hauteur demandait plus de temps et de moyens que nous n'en avions. Il ne fallait donc pas s'étonner du fait que nous échangions des regards lugubres, et prenions nos couvertures sans échanger un mot. Je suis allé me coucher, et je me rappelle Challenger, accroupi près du feu tel un énorme crapaud, sa grosse tête entre ses mains, tellement absorbé dans ses pensées qu'il ne m'entendit pas lui souhaiter bonne nuit. Mais c'était un tout autre Challenger qui nous accueillit le matin, un Challenger dont la personnalité irradiait l'autosatisfaction et la fierté. Alors que nous prenions notre petit déjeuner ensemble, ses yeux remplis de fausse modestie semblaient dire « Je sais que je mérite vos reproches, mais je vous en supplie, épargnez-moi la honte et ne dites rien. » Sa barbe en désordre était le reflet de son agitation. Il bombait le torse, les mains plantées dans les poches de son gilet. Qui sait, peut-être s'imaginait-il dans cette posture un jour ornant le piédestal vide de Trafalgar Square, une horreur de plus dans les rues de Londres. « Eureka !» s'écria-t-il en nous gratifiant d'un sourire étincelant à travers sa barbe. « Messieurs, vous pouvez me féliciter et nous pouvons tous nous féliciter. Le problème est résolu. » Vous avez trouvé un chemin qui conduit là-haut. J'ose le penser. En passant par où? Pour toute réponse, il pointa vers la droite, le piton rocheux en forme de clocher. Plus nous le regardions, et plus nos figures, en tout cas la mienne, s'allongeaient. D'après notre compagnon, on pouvait y grimper, mais un gouffre effroyable séparait le piton rocheux du plateau. On ne pourra jamais traverser, soufflai-je. On peut au moins atteindre le sommet, dit-il. Quand nous y serons, il se pourrait bien que je vous montre qu'un esprit inventif n'est jamais à court de ressources. Après le petit déjeuner, nous déballâmes le paquet dans lequel notre chef avait apporté son matériel d'alpiniste. Il en extirpa un rouleau de corde particulièrement solide et mince, de 50 mètres de long, avec des crochets de fixation, des crampons et d'autres ustensiles. Lord John était un alpiniste aguerri, et Summerlee avait déjà gravi plusieurs sommets, si bien que j'étais vraiment le novice de la bande pour cette épreuve contre la roche. Mais ma force et mon dynamisme compenseraient mon manque d'expérience. En fait, ce n'était pas un exercice pénible, même s'il y eut des moments qui me firent dresser les cheveux sur la tête. La première moitié était vraiment facile, mais au-delà, la pente ne fit que s'accentuer, jusqu'aux derniers 15 mètres où il fallait pratiquement accrocher nos doigts et nos orteils à de minuscules saillies et fissures dans la roche. Je n'y serais jamais parvenu, pas plus que Summerlee, si Challenger n'avait atteint le sommet en premier. C'était incroyable de voir un être aussi pâteau accomplir un tel exercice. Et s'il n'avait fixé la corde au tronc du grand arbre qui poussait à cet endroit. De cette façon, nous pûmes escalader tant bien que mal la paroi pleine d'aspérité et atteindre le sommet, une petite plateforme herbeuse de 8 mètres de côté. Après avoir récupéré mon souffle, je fus frappé par la vue extraordinaire sur le pays que nous avions traversé. Toute la plaine brésilienne paraissait s'offrir à notre regard, sans le moindre obstacle, jusqu'à la ligne de brume bleue qui rejoignait le ciel dans le lointain. Au premier plan, il y avait la longue pente parsemée de rochers et de fougères arborescentes. Un peu plus loin, à mi-distance, par-dessus la colline, je pouvais voir la masse jaune et verte des bambous que nous avions traversés. Et puis, graduellement, la végétation devenait de plus en plus dense, jusqu'à former cette immense forêt qui s'étendait plus loin que l'œil ne pouvait voir, sur des milliers de kilomètres.
J'étais encore immergé dans ce panorama fantastique lorsque la lourde main du professeur m'attrapa l'épaule. « Par ici, mon jeune ami, dit-il. Vestigia nulla retrorsum. Ne jamais regarder en arrière, mais toujours tendre vers notre glorieuse destination. » Je me retournai. Le plateau était au même niveau que nous, et la haie constituée par des buissons et quelques arbres était si proche qu'il était difficile de voir combien elle restait inaccessible. À vue de nez, le gouffre était large de 13 mètres, mais 130 kilomètres n'auraient pas changé grand-chose. J'entourai le tronc d'arbre avec mon bras et me penchai au bord du précipice. Tout en bas, les petites silhouettes sombres de nos serviteurs nous observaient. La paroi était vertigineuse, tout comme celle d'en face. « C'est quand même curieux, » fit la voix grinçante du professeur Summerlee. Je me retournai et découvris qu'il examinait avec beaucoup d'intérêt l'arbre auquel je me tenais. Cette écorce lisse, les nervures de ses petites feuilles, cela me disait quelque chose. « Hé !» m'écriai-je, « mais c'est un hêtre !»« Exactement, » fit Summerlee. « Un arbre de nos campagnes, un compatriote dans un pays lointain. »« Non seulement un compatriote, mon bon monsieur, » dit Challenger, « mais aussi, si je puis me permettre d'élargir votre perspective, un allié de tout premier ordre. Ce être sera notre sauveur. »« Bon Dieu !» s'écria Lord John. « Un pont !»« Parfaitement, mes amis, un pont. Ce n'est pas pour rien que j'ai passé 1 heure la nuit dernière à réfléchir au problème. Je me souviens avoir fait un jour la remarque à notre jeune ami ici présent que rien ne réussit tant à George Edward Challenger que lorsqu'il est dos au mur. Vous admettrez qu'hier soir nous avions tous le dos au mur. Mais lorsque la volonté et l'intelligence sont réunies, il y a toujours une voie de sortie. Il fallait une passerelle pour franchir le précipice. La voici. » Il n'y avait pas à dire. C'était une idée brillante. L'arbre faisait bien dans les 20 mètres, et s'il tombait comme il fallait, il enjamberait facilement le gouffre. Challenger avait attaché la hache du campement à son épaule avant l'ascension. Il me la mit entre les mains. « Notre jeune ami a les muscles qu'il faut, » dit-il. « Je pense qu'il est particulièrement apte à accomplir ce travail. Je vous prierai cependant de vous abstenir de faire preuve d'initiative et de faire exactement ce qu'on vous dit. » Suivant ses conseils, je fis des entailles précises sur les côtés de l'arbre pour qu'il tombe selon l'angle voulu. De façon naturelle, il était déjà fort incliné en direction du plateau, si bien que ce ne fut pas trop difficile. Finalement, je m'attaquai sérieusement au tronc, après quoi nous nous relayâmes avec Lord John. Un peu plus d'1 heure plus tard, il y eut un grand craquement, l'arbre pencha en avant, puis il tomba et s'écrasa en mêlant ses branches aux buissons qui se trouvaient de l'autre côté. L'extrémité coupée du tronc roula jusqu'à se trouver juste au bord de notre plateforme, et pendant un horrible instant, nous crûmes que c'était raté. Il resta accroché, cependant, à quelques dizaines de centimètres du vide. Nous avions jeté un pont vers l'inconnu. Sans dire un mot, chacun notre tour, nous serrâmes la main du professeur Challenger, qui ôta son chapeau de paille et s'inclina devant chacun de nous. « Je réclame le privilège, dit-il, d'être le premier à effectuer la traversée qui mène au territoire inconnu. Un jour, cela servira probablement de modèle à une peinture historique. » Il s'était approché du pont quand Lord John l'attrapa par son vêtement. « Désolé, mon vieux, dit-il, mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça. »« Vous ne pouvez pas m'autoriser, monsieur ?» Il fit volte-face, la barbe en avant. « Lorsqu'il est question de science, vous savez, je suis à vos ordres, parce que c'est vous l'homme de science. Mais là, on arrive dans mon domaine, et c'est à vous de me suivre. »« Votre domaine, monsieur ?» ?»« Chacun son métier, moi je suis soldat. Je considère que nous sommes en train d'envahir un nouveau pays, qui pourrait très bien regorger de toutes sortes d'ennemis. Se lancer tête baissée, sans réfléchir ni faire preuve de patience, ça ne correspond pas à ma stratégie. » La remontrance était trop raisonnable pour être ignorée. Challenger rejeta sa tête en arrière et secoua ses lourdes épaules. « Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous proposez ?»« Pour ce que j'en sais, il pourrait aussi bien y avoir une tribu de cannibales qui attendent leur déjeuner derrière ces buissons, là-bas, » dit Lord John en regardant de l'autre côté du pont. « Il vaut mieux apprendre la sagesse avant de se retrouver dans la marmite. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'espérer qu'on n'aura pas d'ennui, et en même temps, on va faire comme si on allait en avoir. Malone et moi, on va redescendre et rapporter les 4 fusils, avec Gomez et l'autre gars. Ensuite, un homme peut traverser, tandis que les autres le couvrent avec leurs armes.
jusqu'à ce qu'on soit sûr que tout le monde peut y aller sans risque. Challenger s'assit sur la souche de l'arbre abattu en grognant d'impatience. Mais Summerlee et moi étions d'accord pour que Lord John soit notre chef lorsqu'il était question de ce genre de détails pratiques. Il était plus facile de grimper maintenant que la corde pendait le long de la plus grande partie de la paroi. Au bout d'une heure, nous avions rapporté les carabines et un fusil de chasse. Les métis s'étaient montés avec nous, et suivant les consignes de Lord John, ils avaient emporté un sac de provisions, au cas où cette première exploration serait plus longue que prévu. Chacun d'entre nous avait une cartouchière pleine de munitions. « Et maintenant, Challenger, si vous tenez vraiment à être le premier, » dit Lord John lorsque tous les préparatifs furent terminés. « Je ne saurais trop vous remercier de votre aimable permission, » fit l'irascible professeur, car il était difficile de trouver un homme plus allergique à toute forme d'autorité. « Dans ces circonstances, puisque vous êtes assez généreux pour m'y autoriser, j'accepte de passer le premier. » Une hachette fixée à l'épaule, il s'assit à califourchon sur l'arbre au-dessus du gouffre. Par petits bonds, il progressa le long du tronc et parvint rapidement de l'autre côté. Il se releva et nous fit de grands signes avec ses bras. « Et voilà !» s'écria-t-il. « J'ai réussi !» Je le regardais avec appréhension, et le vague pressentiment qu'un destin tragique le guettait derrière le rideau de végétation, juste dans son dos. Mais tout était calme, à l'exception d'un oiseau étrange et multicolore qui surgit à ses pieds et disparut entre les arbres. Summerlee fut le deuxième. Sa frêle constitution recèle une énergie insoupçonnée. Il insista pour prendre 2 fusils sur son dos, si bien qu'après la traversée, les 2 professeurs étaient armés. Je fus le suivant, et je m'efforçai de ne pas regarder en bas, en direction du gouffre que je franchissais. Summerlee me tendit la crosse de sa carabine, et après cela je réussis à attraper sa main. Quant à Lord John, il marcha d'un bout à l'autre. Je dis bien, il marcha, sans le moindre support. Cet homme a des nerfs d'acier. Nous étions arrivés tous les 4 sur cette terre dont nous avions rêvé, le monde perdu découvert par Mapplewhite. Pour chacun d'entre nous, c'était l'heure de gloire suprême. Qui aurait pu deviner que c'était le prélude à un désastre suprême? Laissez-moi vous raconter en quelques mots comment le sort s'est abattu sur nous. Nous nous étions éloignés du bord, puis enfoncés de quelques mètres au milieu des buissons, lorsqu'un fracas terrible retentit dans notre dos. Comme un seul homme, nous rebroussâmes chemin en toute hâte. Il n'y avait plus de pont. En regardant tout en bas de la falaise, je vis une masse confuse de branches et de troncs brisés. C'était notre être. Le bord de la plateforme s'était-il effondré en provoquant sa chute? Pendant un moment, nous y avons tous pensé. L'instant d'après, à l'autre bout du piton rocheux, apparut lentement un visage basané, le visage du métis Gomez. Oui, c'était Gomez, mais ce n'était plus le Gomez au sourire timide et à l'expression neutre. Les yeux luisants et les traits méconnaissables, c'était un visage déformé par la haine et le plaisir sadique d'une vengeance assouvie. « Lord Roston !» cria-t-il. « Lord Jon Roston !»« Eh bien !» fit notre compagnon. « Je suis là !» L'abysse renvoya l'écho d'un rire sinistre. « Oui, tu es là, sale chien anglais, et tu y resteras. J'ai attendu, et aujourd'hui c'est mon jour de chance. Vous trouvez que c'était dur de monter, ça sera encore plus dur de descendre. Bande d'idiots, vous êtes piégés tous autant que vous êtes. » Nous étions sans voix. Nous ne pouvions que rester plantés là, fixant la plateforme d'un air ahuri. Au milieu de l'herbe, une grosse branche cassée témoignait du levier dont il s'était servi pour faire basculer notre pont dans le vide. Le visage avait disparu, mais il se montra à nouveau, encore plus dément. « On a failli vous tuer à la caverne avec les rochers !» hurla-t-il. « Mais ça, c'est beaucoup mieux, c'est plus lent et plus terrible. Vos os blanchiront ici et personne ne saura où vous êtes pour les enterrer. Quand vous mourrez, pensez à Lopez, que vous avez tué d'une balle il y a 5 ans sur le fleuve Putumayo. C'était mon frère. Et maintenant, il peut arriver n'importe quoi,
il peut mourir heureux, car il est vengé. Il fit un geste furieux de la main dans notre direction, puis se fit le calme. Si le métis s'était contenté d'accomplir sa vengeance et s'était enfui, les choses auraient pu bien se passer pour lui. Mais c'était cette impulsion frénétique, irrésistible, typiquement latine de faire une tirade théâtrale, qui régla son sort. Roxton, l'homme qui s'était vu décerner le titre de fléau de Dieu dans 3 pays différents, n'était pas quelqu'un qu'on pouvait impunément couvrir de sarcasme. Le métis descendait sur le versant le plus éloigné du piton rocheux. Mais avant qu'il ait pu atteindre la terre ferme, Lord John avait couru le long du plateau et gagné un point d'où il pouvait voir sa cible. Une seule détonation de son fusil. Et sans même voir quoi que ce soit, nous entendîmes le hurlement puis le bruit sourd du corps qui arrivait en bas. Roxton revint vers nous. Son visage était de marbre. « J'ai été d'une naïveté aveugle, » avoua-t-il avec amertume. « Par ma stupidité, vous voilà tous dans le pétrin. J'aurais dû me rappeler que ces gens n'oublient jamais le prix du sang, et j'aurais dû être sur mes gardes. » « Et qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Il fallait être 2 pour faire basculer cet arbre dans le vide. » « J'aurais pu le descendre, mais je l'ai laissé partir. Il se peut qu'il n'y soit pour rien. Mais vous avez raison, et j'aurais probablement dû le tuer, car il devait être dans le coup. » Maintenant que nous savions ce qui motivait ses actes, chacun d'entre nous pouvait se souvenir d'une action suspecte commise par le métis. Son désir permanent de connaître nos projets, lorsqu'il nous espionnait, caché derrière la tente, et les fois où l'un d'entre nous avait surpris un regard chargé de haine. Nous étions encore en train d'en parler, nous efforçant de faire le point sur cette nouvelle situation, lorsqu'un spectacle étrange qui se déroulait en bas, dans la plaine, attira notre attention. Un homme en habit blanc, qui ne pouvait être que le métis qui avait survécu, courait comme si la mort était à ses trousses. À quelques mètres de lui, bondissait la gigantesque silhouette d'ébène de Zambo, notre fidèle serviteur. Nous le vîmes sauter sur le dos du fuyard et passer ses bras autour de son cou. Ils roulèrent ensemble sur le sol. Un instant plus tard, Zambo se redressa, jeta un dernier regard à l'homme immobile, puis il se mit à courir vers nous en agitant joyeusement la main. Au milieu de la grande plaine, la silhouette blanche ne bougeait plus. Les 2 traîtres étaient morts, mais le mal qu'ils avaient fait allait leur survivre. Nous n'avions plus aucun moyen de revenir sur le piton rocheux. Nous, les indigènes du monde, étions devenus les habitants du plateau. C'étaient 2 univers distincts et bien séparés. En bas s'étendait la plaine qui conduisait au canoë. Plus loin, par-delà l'horizon brumeux et violacé, le fleuve rejoignait la civilisation. Mais notre seul lien avec elle manquait. Le plus ingénieux des hommes n'aurait pu trouver un moyen pour combler ce gouffre béant qui nous séparait de notre ancienne vie. En 1 seconde, notre existence avait basculé. C'est alors que je réalisai de quelle trempe étaient mes camarades. Ils étaient sérieux, certes, et pensifs, mais leur calme était inébranlable. Pour l'instant, nous ne pouvions que patienter assis au milieu des buissons et attendre l'arrivée de Zambo. Enfin sa noire figure empreinte d'honnêteté apparut, puis sa silhouette herculéenne émergea du piton rocheux. « Je fais quoi maintenant » cria-t-il. « Vous me dites, et je fais. » C'était plus facile de poser la question que d'y répondre. Une seule chose était sûre, il était notre seul lien solide avec le monde extérieur. En aucun cas, il ne devait nous quitter. « Non, non » s'écria-t-il. « Je vais pas quitter vous. N'importe quoi arrive, moi toujours ici, mais Indiens pas pouvoir garder. Eux disent beaucoup trop courroux pourris vivent ici et rentrez à la maison. Maintenant vous laissez partir eux, moi peux pas les garder. »« Dis-leur d'attendre jusqu'à demain, Zambo, » criai-je. « Après, je peux leur donner une lettre. »« Très bien, monsieur. Promis, j'attends demain, » dit le noir. « Mais je fais quoi pour vous maintenant ?» Il pouvait faire beaucoup, et de façon admirable, le brave garçon se mit à la tâche. Tout d'abord, suivant nos conseils, il défit la corde attachée à la souche de l'arbre et nous en lança un bout. Elle n'était pas plus épaisse qu'un fil d'étendage, mais elle était très solide. Et même si elle ne constituait pas un pont, elle pourrait s'avérer précieuse dans le cas où nous aurions à faire de l'escalade. Ensuite, il fixa le bout de corde de son côté au sac de provisions qui était resté sur la plateforme, et nous pûmes le tirer jusqu'à nous. Cela nous procurerait de quoi tenir au moins 1 semaine, même si nous ne trouvions rien d'autre. Finalement, il descendit et remonta 2 colis de denrées diverses, une boîte de munitions,
plus un certain nombre d'autres choses, et nous pûmes les récupérer en lui lançant la corde puis en la remontant. Le soir tombait lorsqu'il redescendit avec une dernière promesse qu'il ferait en sorte que les Indiens restent jusqu'au matin. Et c'est ainsi que je passai pratiquement la nuit entière, notre première nuit sur le plateau, à écrire nos aventures à la lumière d'une simple lanterne. Nous prîmes notre dîner et campâmes au bord de la falaise, étanchant notre soif avec 2 bouteilles d'Apollinaris qui se trouvaient dans l'une des caisses. Il était vital que nous trouvions de l'eau, mais je pense que même Lord John avait eu plus que sa part d'aventure pour la journée, et aucun d'entre nous ne se sentait d'attaque à faire une première incursion dans l'inconnu. Nous nous sommes abstenus d'allumer un feu ou de faire des bruits inutiles. Demain, ou devrais-je plutôt dire aujourd'hui, car l'aube s'est déjà levée tandis que j'écris, nous nous aventurerons pour la première fois sur cet étrange territoire. Je ne sais pas quand je serai en mesure d'écrire à nouveau, si j'en ai encore l'occasion un jour. En attendant, je peux voir que les Indiens sont toujours là, et je suis sûr que le fidèle Zambo ne manquera pas de venir chercher ma lettre. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle sera remise à son destinataire. Post-scriptum. Plus j'y pense, et plus notre situation me semble désespérée. Je ne me fais pas d'illusions sur notre éventuel retour. S'il y avait un grand arbre près du bord du plateau, nous pourrions jeter un nouveau pont au-dessus du vide, mais il n'y en a aucun à 20 mètres à la ronde. Et même en s'y mettant tous, notre force ne serait pas suffisante pour transporter un tronc adéquat. La corde, évidemment, est bien trop courte pour nous permettre de descendre. Non, vraiment, notre situation est désespérée. Désespérée.